If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Laurence Hansen-Love, nous retraçons l'histoire de la pensée écologique. Bonjour Laurence Hansen-Love. Bonjour. Vous êtes philosophe et votre dernier livre Planète en ébullition se voit nommé pour le prix du livre Environnement 2023. Alors pour plonger immédiatement dans cet essai, on vous invite à lire quelques lignes introductives de votre ouvrage. On vous écoute. La définition courante des révolutions n'est plus pertinente pour appréhender le phénomène actuel. La notion de révolution planétaire semble en effet hautement improbable, sinon impossible. On ne voit pas bien quel leader, quelle catégorie sociale déterminée ou bien quelle minorité agissante pourrait être en mesure de la conduire et de l'incarner durablement et sans susciter des craintes, des contestations et même des oppositions bien naturelles. À la différence de toutes les insurrections tenues pour réussies dans le passé, celle en cours ne comporte pas de dimension utopique. Plurielle, éclatée, protéiforme, éclectique, non dogmatique, elle n'est pas orientée par la perspective galvanisante et unificatrice d'une société idéale servant de référence et d'idéal régulateur. La révolution planétaire procède en réalité de la conjonction ou de la déclinaison de plusieurs mutations, crises ou cataclysmes qui se sont produits parallèlement dans différentes régions du monde et qui ont trait par ailleurs aux domaines les plus variés. Le mouvement des droits civiques, la révolution féministe, les désordres écologiques, le dérèglement climatique, mais aussi les révolutions technologiques, pour ne citer que les bouleversements les plus déterminants. Eh bien, merci de vous être prêté à ce jeu de lecture. On voit que cette révolution planétaire est complexe, protéiforme, vous la décrivez très bien. En quoi est-ce vraiment un phénomène d'une ampleur inarrêtable, un phénomène inédit? Alors, écoutez, pour l'ampleur, je ne sais pas. C'est plutôt quelque chose que j'anticipe et que j'espère que quelque chose que je constate. Mais ce que je trouve complètement inédit, c'est d'une part que ces revendications, ces résistances se produisent aux quatre coins du monde à peu près simultanément. Et puis, bien sûr, l'autre phénomène inédit qui est très décisif à mes yeux, c'est que ce sont des très jeunes qui sont à la tête de ces mouvements. Des très jeunes, souvent des jeunes femmes. Donc ça donne de l'espoir parce qu'on n'a jamais vu de révolution menée par des très jeunes gens. En général, ce sont des hommes et des adultes qui font les révolutions. Alors, votre livre est avant tout un livre de philosophie. En tout cas, la première partie de votre ouvrage s'appuie largement sur des notions de philosophie, et notamment sur le spinozisme. En quoi, du coup, selon vous, Spinoza, donc philosophe néerlandais du XVIIe, a-t-il ouvert une nouvelle voie pour l'écologie? Nouvelle voie alors que le mot écologie n'existait même pas encore? Bon, alors, d'une part, Spinoza tourne la page du cartésianisme avec l'idée de Descartes qu'il y avait deux substances radicalement étrangères l'une à l'autre, la matière et l'esprit. Et donc, pour lui, la nature est une, à la fois matière et esprit, ce qu'il appelle les attributs de la substance. Bon, la substance, c'est le réel. Sans rompre totalement avec la religiosité, puisqu'il appelle la réalité, il l'appelle Dieu. Mais enfin, chez Spinoza, la réalité, c'est la nature. La réalité, c'est la nature, Dieu, c'est la nature, substance infinie, douée d'une infinité d'attributs. Et nous sommes tous des fragments ou des parcelles de la totalité, de la nature. Donc c'est une philosophie qui se rapproche plus du panthéisme sans être vraiment panthéiste. C'est une philosophie qui nous convient parfaitement à nous, les écologistes. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans une tendance vraiment différente, mais qui rejoint Spinoza sur ce point. C'est ce qu'on appelle les transcendantalistes aux États-Unis, Emerson, Thoreau, qui eux aussi disent qu'il n'y a pas d'opposition entre la matière et l'esprit, que l'esprit est partout dans l'univers et que lorsque l'on étudie et on aime la nature, on rencontre Dieu de cette manière. Tout ça,
tourne la page du cartésianisme et tourne la page aussi d'une religion qui considérait Dieu comme le créateur du monde, tourne la page d'une certaine forme de religion attachée aux vérités révélées dans l'Écriture, et nous demande au contraire de voir dans la nature quelque chose de sacré et de respectable en soi. Pour vous, c'est vraiment essentiel de partir de Spinoza. Vous écrivez, Spinoza nous invite à tourner la page de 2000 ans de rapports délétères à la nature et de soumission dévastatrice aux autorités religieuses et politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'en cela, Spinoza nous invite aussi à déconstruire une certaine vision du monde? Vous parlez du cartésianisme, puisque effectivement Descartes nous invitait à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre la célèbre formule qu'il utilisait dans son discours de la méthode. Oui, en même temps, ne pas oublier de dire que Spinoza est rationaliste. Son éthique s'appelle éthique morée geometrico, à la manière géométrique. Bon, il attache beaucoup d'importance à la démonstration, au raisonnement. C'est un rationaliste, Spinoza. Donc en cela, c'est l'héritier de Descartes. Mais il ouvre une autre voie, comme a dit la philosophe Blandine Kriegel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Spinoza, l'autre voie. Il ouvre une autre voie en nous disant qu'il n'y a pas de bien et de mal décidé par un Dieu extérieur au monde, et que donc c'est aux hommes qu'il appartient de définir ce qui a une valeur pour eux. Et ce qui a une valeur, c'est ce qui est désirable pour les êtres humains. Mais en plus, donc, il y a sous-jacent l'idée que la nature, elle a une valeur, la totalité organique dans laquelle tous les éléments sont interconnectés. C'est une réalité qu'il faut respecter. Donc même si c'est pas forcément toujours dit comme ça, et si Spinoza lui-même ne connaissait pas l'écologie et ne disait rien de tel, mais ça ouvre une autre voie, comme Bien dit sûr. Blandine Kriegel. Alors, on va tenter de poursuivre ce cheminement de la pensée écologique de manière très résumée. Vous mentionnez aussi les travaux de l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss, auteur notamment du célèbre Triste Tropique, publié en 1955, qui propose, lui, de décoloniser la pensée et de renoncer au mythe du progrès. Donc là, c'était des mots vraiment hyper forts à l'époque pour cette grande figure intellectuelle. Oui, ce que dit Lévi-Strauss, c'est que on a pensé pendant très longtemps que l'histoire était linéaire, et il comparait, de ce point de vue, de cette ancienne pensée, chaque civilisation était comme un train, et tous les trains étaient sur des voies parallèles, et il y avait un train qui était en avance sur tous les autres. Donc Cette avancée linéaire vers le l'avancée progrès. linéaire du progrès vers un avenir meilleur pour l'humanité, vers l'émancipation de l'humanité. Et c'était nous, les Européens, qui étions le train qui avait de l'avance sur les autres, et tous les trains étaient parallèles. Et sauf que, dit Lévi-Strauss, ça se passe pas comme ça. Chaque civilisation est certes un train, mais ils sont pas sur des voies parallèles, ils sont sur des voies divergentes, qui peuvent se croiser, s'éloigner. Donc il faut surtout abandonner cette idée de progrès linéaire. Bon, ça c'est une chose. Et puis en plus de ça, l'idée même de progrès peut être remise en cause, parce que chaque civilisation a sa propre cohérence, sa propre logique, et tout ce que nous les Occidentaux avons inventé, on peut pas forcément mettre ça sur le compte du progrès, notamment le nucléaire. La mentalité libérale capitaliste, la concurrence de tous contre tous, l'individualisme extrême, etc., etc. Pour toutes ces raisons, on aurait plutôt beaucoup à apprendre de certaines civilisations de peuples autochtones qui, eux, sont respectueux de la nature et ne détruisent pas notre humanité. Et pour Claude Lévi-Strauss, milieu du XXe, on est vraiment déjà dans une forme de cécité, dans la mesure où on ne regarde que par cette fuite en avant du progrès. Je vais tout de même citer un des passages que vous relevez dans votre ouvrage, parce qu'il est très fort et qui montre déjà l'acuité de Claude Lévi-Strauss à distinguer l'opposition nature-culture qui était déjà à l'œuvre dans nos sociétés et qui ensuite a été une analyse reprise par Philippe Descola. Claude Lévi-Strauss dit « On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant, et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. » Oui, absolument. Alors cette idée d'opposition nature et culture, c'est une manière de placer l'homme à part,
en disant seul l'homme a la culture, les animaux sont la nature. Idée encore très, très courante, très familière, très dominante encore aujourd'hui. Heidegger dit l'animal n'a pas de monde. Vous voyez, sous-entendu, l'animal n'a pas de relation avec ce qui l'entoure. C'est complètement faux. Enfin, aujourd'hui, chaque jour, on apprend à quel point les animaux sont interconnectés et même les plantes aujourd'hui, on le sait. Bon, donc l'idée que seul l'homme a une culture, c'est-à-dire des outils, une intelligence sophistiquée, etc., complètement remise en cause aujourd'hui par les travaux des éthologues, des anthropologues, des biologistes même, qui nous apprennent des tas de choses sur la vie interconnectée des plantes. Mais pour ce qui nous concerne, nous les philosophes, je dois vous avouer que j'ai beaucoup évolué depuis le début de ma carrière de prof de philo et que je me souviens parfaitement des cours que je faisais au début de ma carrière, nature et culture, cours marxiste. Ce qui définit les animaux, c'est la nature. Ce qui définit l'homme, c'est la culture. Et la culture se définit comme arrachement à la nature. C'est ce qui fait notre supériorité, notre intelligence, la technique et le fait de pouvoir se rendre maître et possesseur de la nature, etc., etc. Tout ça, je l'ai quand même raconté assez longtemps à mes élèves. Et puis, j'ai évolué progressivement. Et maintenant, quand je lis Philippe Descola, il dit la nature, ça n'existe pas. Il dit ça parce que l'opposition nature-culture n'existe pas dans l'immense majorité des civilisations. Cette idée de nature-culture qui va de soi dans notre culture occidentale et marxiste, n'existe absolument pas dans l'immense majorité des civilisations. Et il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de mots pour nature, il dit, parce que la nature, c'est tout. La nature englobe tout, donc c'est pas quelque chose qui s'oppose à la culture. Enfin, donc là, je me rends compte moi-même à quel point j'ai raconté ça, j'ai fait des cours sur nature et culture. D'ailleurs, c'était l'intitulé d'un des thèmes de terminale, nature et culture, avec l'opposition entre les deux. Aujourd'hui, on continue la déconstruction et votre travail est très précieux. Donc, dans votre livre Planète en ébullition, on voit à quel point tous les philosophes que vous citez ont apporté à cette pensée écologique qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Quelle est la place, une question un peu vaste comme ça, quelle est la place de la philosophie, de la pensée, partant d'urgence écologique? Puisqu'aujourd'hui, on voit les chocs écologiques de plus en plus nombreux. On pourrait se dire, voilà, il faut absolument occuper le terrain, faire des blocages, je ne sais pas, multiplier les actions. En quoi la pensée peut porter aussi ces mouvements? Quel est le rôle de la pensée? Écoutez, je ne suis pas sûre que nous soyons si importants, les philosophes. Hein. Tout de suite, je dis ça. Mais en revanche, j'adhère à cette idée de Hannah Arendt que le mal, c'est l'absence de pensée. Alors, elle n'a pas dit ça dans un contexte écologique, elle a dit ça à propos d'Eichmann, et cette fameuse formule, le mal, c'est l'absence de pensée, c'est-à-dire que l'hitlérisme ne se réduit pas à Hitler, l'hitlérisme, c'est le problème de tant de gens qui ont applaudi à Hitler, en s'abstenant vraiment de penser au sens de se poser des questions, est-ce que c'est vraiment la voie juste, est-ce que c'est vraiment juste, est-ce qu'on a vraiment raison, nous, Allemands, d'adhérer à Hitler, etc., etc. Et donc, la thèse de Hannah Arendt, c'est que Eichmann n'est pas un individu spécial, particulier, sadique, cruel, mais que c'est le mal ordinaire, le mal radical ordinaire. Le mal radical ordinaire, ça nous concerne tous, c'est la passivité, c'est le conformisme, c'est ne pas se demander quel est le sens de ce qu'on fait, quel est le sens de notre existence. Donc c'est ce qu'elle appelle l'absence de pensée. Donc à partir du moment où on adhère à cette idée, j'y adhère en gros, que lorsqu'on refuse de se poser des questions et qu'on va vers la voie la plus facile qui nous évite de nous remettre en question, de nous interroger, etc., etc., si ça c'est le mal, alors effectivement, penser, c'est toujours mieux. Et donc, les philosophes sont là, non pas pour nous dire ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire, mais les philosophes sont là comme Socrate, pour nous inviter à nous interroger sur les différents choix que l'on peut faire et pour poser toutes sortes de questions sur notre rapport aux animaux, sur qu'est-ce que l'intelligence, est-ce que c'est vrai que seuls les hommes sont intelligents, que seuls les hommes ont une culture? Alors oui, bien sûr, la philosophie a beaucoup à apporter, mais encore faut-il qu'on ait envie d'écouter les philosophes, ce qui n'est pas gagné. Alors ces philosophes ont été relativement peu écoutés, puisqu'on a eu nombre d'alertes lancées.
Claude Lévi-Strauss voyait déjà très clairement la catastrophe arriver. Et la catastrophe est arrivée. Elle est là aujourd'hui. Elle est enclenchée. Vous gardez tout de même espoir, Laurence Hansen-Love, dans les mouvements sociaux actuels, les mouvements sociaux naissants? Oui, alors oui, enfin, je garde espoir, si vous voulez, à partir du moment où on écrit un livre et où on se pose justement la question que faire, on est forcé de garder espoir parce que, comme le dit Kant, philosophe que j'aimais bien par ailleurs, seuls les gens qui ont cru dans le progrès moral de l'humanité ont contribué au progrès moral de l'humanité. Donc si on est résigné et fataliste, si on baisse les bras, j'aurais tendance à être pessimiste quand même, spontanément. Mais j'essaye d'aller contre cette tendance naturelle en disant que chacun peut essayer de faire quelque chose, que si chacun essaye de faire quelque chose, eh bien, on finira par y arriver. Et donc, moi, en tant que, vous dites philosophe, moi, prof de philo, disons plutôt, j'écris des bouquins pour essayer d'amener les gens à réfléchir, à se poser des questions. Bon, j'ai quelques lecteurs, c'est mieux que rien. Et cette force des mouvements sociaux, elle est aussi portée par une écologie politique qui, on l'a dit, s'est inspirée de la pensée écologique. Donc on a un croisement entre philosophie et politique, mais on a aussi un apport de l'écologie scientifique qui a aussi tout à fait son rôle à jouer pour lancer les alertes et même en matière de régénération des écosystèmes. Cette unité entre ce triptyque politique, scientifique et plutôt culturel, artistique, c'est aussi une voie d'espoir pour l'écologie ou pour même les écologies plurielles? C'est très, très pluriel, en effet. C'est Félix Guattari qui dit qu'il y a 3 écologies, l'écologie environnementale, l'écologie sociale et l'écologie mentale. Moi, je suis assez sur l'écologie mentale. Je crois, comme beaucoup des philosophes que j'ai lus, quand je parle de révolution, c'est vraiment une révolution mentale que je vois venir et que j'appelle de mes voeux. Et donc, les philosophes nous appellent à changer de mentalité et notamment à accorder de plus en plus de place aux femmes. Comme on voit dans tous ces mouvements, le nombre de jeunes filles qui sont en première ligne, oui. Pour alimenter votre ouvrage et votre pensée, vous citez une autre philosophe, une femme, Simone Weil avec un W. Oui. Qui, dans Oppression et Liberté, dit « La puissance d'une infime minorité repose malgré tout sur la force du nombre. Et cette minorité l'emporte en nombre sur chacun de ceux qui composent le troupeau de la majorité. » Oui. Pensez-vous aujourd'hui que le mouvement climat est assez nombreux, même s'il est minoritaire, et assez organisé pour amorcer cette fameuse rupture écologique que l'on appelle? En fait, il y a une phrase de Thoreau dans La désobéissance civile qui dit la même chose peut-être plus simplement. Il dit une minorité qui n'agit pas n'est même pas une minorité, c'est rien. En revanche, quand une minorité est déterminée à imposer sa volonté, sa puissance est irrésistible. Donc on en est là aujourd'hui, on n'a pas tellement d'espoir de convaincre la majorité des gens, par exemple, de voter écologiste. En revanche, des mouvements comme celui de, alors je pense à Extinction Rébellion parce que j'en fais partie, mais aussi les soulèvements de la Terre aujourd'hui. Et puis quand on voit le succès de la ZAD contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'on peut obtenir des succès des minorités agissantes et qui savent qu'elles ont raison. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée de dire ça, mais ils savent qu'ils ont raison. Ça donne une grande force. Ces stratégies mises en œuvre notamment à la ZAD, mises en œuvre par les soulèvements de la Terre, ces stratégies de désobéissance civile sont incontournables selon vous aujourd'hui? Je crois qu'on n'a que ça à notre portée. Sur le plan électoral, sur le plan des partis politiques proprement dit, rencontrent de grandes difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je mets plus ma confiance dans ces mouvements de jeunes qui font des actions, comme ce qu'on voit, le convoi de l'eau, c'est exemplaire, c'est vraiment formidable ce convoi de l'eau. Des actions symboliques, joyeuses, joyeuses, festives bien sûr, joyeuses, non violentes, et pour séduire l'opinion publique. Je crois qu'on ne peut obtenir
en tout cas dans les démocraties, mais écoutez, mais dans les dictatures, c'est pas mieux. On ne peut obtenir de succès que si on arrive à convaincre l'opinion publique, le grand public, la majorité des gens, que nos combats sont justes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen? On n'a que ça, des actions symboliques et non violentes. Mais évidemment, il faudrait rallier plus de gens que ce n'est le cas qu'aujourd'hui, oui. Et on entend souvent dire que notre démocratie est à bout de souffle. Est-ce que ces actions de désobéissance civile ne seraient pas justement la preuve que nos démocraties sont bien vivantes? Oui, encore une fois, mais malheureusement, ça ne concerne qu'une fraction de notre jeunesse, parce que moi, je parle tout le temps de la jeunesse qui est très sensibilisée sur ces sujets, très sensibilisée, et on me répond, ce n'est qu'une fraction de la jeunesse. Bon. Ok, mais en tout cas, encore une fois, une minorité très active, très déterminée, et qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait, et qui sait qu'elle a raison, je pense qu'elle peut quand même obtenir des résultats, encore une fois, au niveau mental, au niveau de la prise de conscience. C'est vraiment ça, la prise de conscience que l'on vise, que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une sphère d'expertise, mais que chacun est concerné par ce qui se passe et qu'on peut quand même encore essayer de limiter les dégâts. Dans votre ouvrage, vous abordez aussi le rôle de l'imagination, le rôle de l'imaginaire, le rôle des fictions pour cette fameuse prise de conscience que vous venez de mentionner. Vous écrivez: la littérature et le cinéma pourraient être d'un précieux secours pour revitaliser et ressourcer nos intelligences anémiées. Quel est le rôle de l'art, selon vous, vous qui avez une fille, notamment Mia Hansen-Løve, qui est réalisatrice de cinéma? Oui, c'est un relié à ce que je disais tout à l'heure, à propos de l'absence de pensée. Donc, penser, ça englobe évidemment l'art, la littérature, la poésie, le cinéma, bien entendu. Une forme donc, de création. regardez ce film Don't Look Up. C'était formidable, ça. Bon, moi, personnellement, j'ai été très, très marquée il y a des années par le film Soleil Vert. J'ai été très marquée par ce film Soleil Vert. Il y a eu énormément de films aussi qui attirent notre attention sur ce que deviendra le monde quand il sera dominé par les robots, etc., l'intelligence artificielle, etc., etc. Tout ça, ça va dans le sens nous inciter à penser, à réfléchir, à se poser des questions, éventuellement à s'inquiéter, parce que quand même, moi, mes lectures, elles me portent plutôt à m'inquiéter qu'à me rassurer. S'inquiéter et oui, s'inquiéter quand même. Gagner en envie d'agir, en puissance d'agir. Évidemment, il ne faut pas être désespéré, il ne faut pas être triste. Bien sûr que la collapsologie, tout ça, ça peut être contre-productif en désespérant les gens, bien sûr. Mais d'un autre côté, il faut être inquiet, on a raison de l'être. Et donc, cette fameuse éco-anxiété, eh bien, ça amène les gens à militer, parce qu'il n'y a que quand on milite et quand on fait des choses qu'on arrive à surmonter cette inquiétude, cette anxiété qui est bien réelle. Je vois autour de moi les gens qui se posent des questions. Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai un autre enfant dans le monde qui est le nôtre? Vous voyez? Et donc, que faire? Eh bien, s'engager, militer. Il me semble que c'est le meilleur moyen de résister à ce découragement, à ce désespoir, je dirais même. C'est ces gens que j'aime beaucoup, là, Gunther Anders, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Si je suis désespéré, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Oui, voilà. Les philosophes osent dire quand ils sont très inquiets, voire désespérés, alors que les hommes politiques, vous savez, ils sont toujours obligés de dire que tout va bien, tout va s'arranger. Eh bien, vous voyez que vous croyez en la force des philosophes. Oui, mais je ne l'exagère pas. Je suis conscient quand même des limites de notre pouvoir. Assez logiquement, très logiquement même, vous terminez ce beau livre Planète en ébullition par parler de féminisme et d'écoféminisme. Pouvez-vous nous dire en quoi la révolution féministe participe aussi à la révolution écologique en cours ? Eh bien, les écoféministes défendent elles sont nombreuses, hein, maintenant, il y en a un peu partout dans le monde. D'une part, l'écoféminisme, c'est une pratique. Par exemple, ce qu'a fait Vandana Shiva ou Wangari Maathai en Afrique, c'est-à-dire défendre des arbres. Ça, c'est la pensée à l'action. Ça, c'est l'action. Sur le plan de la pensée, elles défendent une idée qui est très polémique, qui est que les femmes ont un rapport plus naturel et plus intime avec la nature. Et alors, elles en veulent pour preuve, c'est une démonstration
presque par l'absurde, que les philosophes qui nous ont appelés à conquérir le monde par la science et la technique ont comparé la nature à une femme. Et on dit, enfin un petit peu comme Machiavel, la fortune est une femme, il faut la battre, elle vous en sera toujours reconnaissante. Donc des gens comme Francis Bacon, et Descartes n'a jamais rien dit contre les femmes, mais en tout cas ce courant scientifique et technique du XVIIe siècle a encouragé à traiter la nature comme une femme. Et c'est partant de ce constat, parce que ça c'est un constat, c'est pas une lubie. C'est un constat qu'on a traité la nature comme une femme et qu'il fallait la violenter, la torturer, etc., lui extraire ses secrets, fouiller ses entrailles, tout ça, c'est des mots de Francis Bacon. Oui, c'est pas les écoles féministes qui l'inventent. Hein. La façon dont il parle de la nature et avec sans arrêt ces métaphores féminines. Donc ça a amené les philosophes, et notamment une qui s'appelle Caroline Merchant, qui est américaine, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la nature et qui explique comment, à partir de Francis Bacon, on a violenté la nature, on l'a martyrisée, on l'a torturée pour lui extraire donc ses richesses, mais pour la faire parler aussi. Hein, il faut la brutaliser pour la faire parler, comme pour sa femme. Bah là, tous les matins, si tu sais pas pourquoi, elle le saura. Donc, on a traité la nature comme ça. Et donc, les écoféministes se sont réveillés un beau jour et ont dit... mais c'est vrai, nous avons une accointance avec la nature pour toutes sortes de raisons, et évidemment du fait de la maternité, bien entendu, du fait de notre vulnérabilité, du fait de notre rapport avec des nouveau-nés, parce que du fait que ce soit les premières touchées par les bouleversements climatiques. Et alors, de fait... Alors, au XXe siècle, ce sont les femmes qui se sont révoltées contre la pollution, le nucléaire, etc., etc. Ce sont en effet les premières touchées aussi, on le sait, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi. Ce sont toujours les femmes qui sont les premières touchées par les grandes Parce que ce sont les plus précaires en général. Alors, bien entendu, les plus précaires. Alors, aux États-Unis, quand on voulait créer un nouveau site nucléaire, on allait chercher dans les quartiers défavorisés. C'est comme ça que ça a commencé, les mouvements écoféministes aux États-Unis. Donc, les plus précaires, les plus vulnérables, mais surtout cette idée de vulnérabilité. Hans Jonas dit... les femmes, elles ont quand même l'habitude d'avoir des nouveau-nés dans les bras, et il fait ce parallèle entre le nouveau-né et la nature, qui n'est pas capable de se prendre en charge elle-même, ni le nouveau-né ni la nature, mais qui ont besoin d'être aidées, d'être soutenues, d'être protégées. Et donc, les femmes, elles ont toujours fait ça. Alors, d'où ce mouvement qu'on appelle le care, toutes ces femmes qui disent que le care, c'est notre affaire, c'est l'affaire des femmes. Ça a toujours été l'affaire des femmes. Et il n'y a pas à rejeter ça, il faut l'assumer. Laurence Hansen-Love, quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez en citer un seul? Alors, un seul, je crois que c'est la lecture du philosophe Hans Jonas, avec son livre Le principe responsabilité. Je me suis toujours définie comme kantienne, c'est-à-dire la morale de Kant. C'est ça qui m'a éveillée à la philosophie en terminale, c'est la morale de Kant. Enfin, je trouve ça vraiment génial, la morale de Kant, où il explique ce que c'est que la morale et pourquoi on doit agir moralement. Jusqu'au jour où Hans Jonas dit la morale de Kant, ok, mais la morale de Kant, ça concerne des gens qui sont contemporains, c'est-à-dire avec toujours cette idée de réciprocité des droits et des devoirs. J'ai des devoirs avec les autres et je souhaite que les autres aient des devoirs envers moi. Toujours cette idée de contemporanéité et de réciprocité. Et Hans Jonas dit il y a quelque chose à quoi on n'a pas pensé et qu'il faut considérer maintenant, c'est que nous avons des devoirs auprès des générations à venir. C'est unilatéral, il n'y a aucune espèce de réciprocité, c'est pas de la solidarité, c'est pas de la réciprocité, c'est pas de l'intérêt. C'est juste que l'être humain, il a cette possibilité d'être responsable, de se sentir responsable, même de ce qui ne lui est pas imputable. C'est-à-dire, j'y suis pour rien s'il y a le nucléaire, les usines polluantes, etc., etc. Et pourtant, je me sens responsable vis-à-vis des générations à venir de laisser la planète dans cet état. Je vais me sentir responsable
Alors que je ne suis responsable, je suis pas responsable des dégâts que les générations antérieures ont fait à la planète. Mais quand même, c'est le propre de l'être humain de se sentir responsable. Et Sartre, qui n'était pas du tout écologique, a dit toutefois cette phrase que je reprends toujours, c'est quand je choisis, je dois toujours avoir présent à l'esprit que je choisis pour l'humanité tout entière. Mon choix engage l'humanité tout entière. D'ailleurs, je crois que cette phrase qu'il cite dans L'existentialisme est un humanisme, il la reprend de Dostoïevski. Donc, chacun de mes choix engage l'humanité tout entière. Ça résume toutes nos orientations écologiques. Eh bien, merci de nous avoir partagé ces déclics de pensée. Dernière question, on va élargir encore un peu les horizons. Quel monde imaginez-vous dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse, Laurence Hansen-Love? Oui, alors je suis d'un tempérament plutôt pessimiste, malheureusement. Pourtant, on sent beaucoup d'optimisme dans votre non, voix. un optimiste volontariste, mais si j'étais totalement sincère, je ne suis pas très... Alors, une perspective heureuse, la seule chose que j'espère, c'est la montée en puissance des générations qui ont aujourd'hui 15-20 ans et qu'elles arrivent à prendre le pouvoir un peu partout dans le monde, les nouvelles générations. Il faut aussi que les anciennes générations les soutiennent et s'allient. Alors, les anciennes générations, je n'ai pas grand-chose à en attendre, parce que les gens ne veulent pas renoncer. Je vois en ce moment, je mets des trucs là sur mes réseaux sociaux qu'il faut arrêter de prendre la voiture pour se déplacer. Mais alors là, je me suis fait traiter de fasciste vert. Fasciste verte. Je suis une fasciste verte parce que je dis qu'il faut commencer à tourner la page de la voiture, vous voyez. Donc les vieux, ça va être difficile. Mais j'ai de l'espoir dans les jeunes que je rencontre en tant que prof, qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, qui veulent changer le monde en faisant... J'en connais un en particulier qui était leader pour Extinction Rébellion, et il a décidé de faire HEC, Sciences Po et l'ENA pour prendre le pouvoir. Voilà où je mets mon espoir. Prendre le pouvoir de cette manière-là, vous voyez, pas seulement en faisant des manifestations. Eh bien, je pense que ce podcast sera largement écouté par les jeunes et qu'ils tireront beaucoup d'énergie. Merci pour la vôtre, en tout cas, Laurence Hansen-Love, et à bientôt à la recyclerie. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?